On continue dans notre lancée de 2021 sur les outils en matière de prévention de la santé et sécurité au travail. Et j'ai repris un petit peu ce graphique. Donc ce graphique est issu de l'étude de Sommer de 2017. Alors ces chiffres sont encore d'actualité, hein, ils n'ont pas encore été remplacés. Et bon, c'est pour le petit clin d'œil, c'est les chiffres issus des Hauts-de-France, mais je pense que les Hauts-de-France sont représentatifs du reste de la France. Et cela répertorie en fait cette enquête, les salariés exposés aux principaux risques professionnels. Alors on voit 4 catégories de risques professionnels et dans les contraintes physiques, bien évidemment en numéro 1, on retrouve les TMS qu'on avait abordé lors de notre webinaire du mois d'octobre. Et puis en deuxième position, les nuisances sonores, donc qui touchent à peu près 40% des salariés, auxquels les salariés sont exposés dans les Hauts-de-France. Voilà, ce qui nous amène au webinaire d'aujourd'hui, où on a essayé de faire venir une société qui a les meilleures pratiques en la matière. Donc, je vais vous présenter tout de suite Elena, ou plutôt je vais la laisser se présenter. Bonjour Elena, bienvenue parmi nous. Et je te laisse présenter qui tu es et qui est la société Céphir. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc oui, moi c'est Elena Jérôme, je suis CEO et cofondatrice de la startup Céphir. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la démarche d'innovation pour concevoir un nouvel EPI connecté auditif. Et pour ça, je vais vous partager des slides. Alors, hop, je me mets sur le partage. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Super. Super. Alors, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de comment communiquer en environnement bruyant sans faire l'impasse sur la protection auditive et comment nous, on a conçu en tant que start-up un nouvel équipement auditif. Donc moi, je suis la dirigeante de la start-up, mais on est aussi une équipe d'une dizaine de personnes à récupérer. rassemblant des compétences à la fois en ingénierie et en développement commercial. Alors, l'origine de notre entreprise, c'est le milieu événementiel et les concerts. Donc, parce que comme vous pouvez le savoir, vous avez déjà participé à un concert, il y a beaucoup de bruit. Et si vous regardez autour de vous, il y a très peu de personnes qui se protègent les oreilles. Nous, on a un ami qui a perdu 20% d'audition et qui a eu le tympan perforé lors d'un concert. Donc, il s'est baissé près d'une enceinte de musique pour ramasser sa bouteille d'eau. Et c'est là que le tympan a fait clac. Au même moment, en fait, l'ingé son a augmenté le son de l'enceinte. Et voilà, le tympan a été perforé, la personne a perdu 20% d'audition, il avait une vingtaine d'années et maintenant, dès qu'il est dans un environnement sonore bruyant, il est obligé de porter des protections auditives. Donc suite à ça, avec mon associé, on s'est un peu renseigné sur quel type de protection auditive il existe de façon générale. Donc on connaît tous les mousses, les boules caisses, qui sont plutôt pratiques une fois qu'elles sont bien mises. Mais c'est vrai que dans l'usage, elles ne sont pas très confortables. En plus, on peut vite les perdre. Il faut en acheter des nouvelles. Normalement, elles ne s'utilisent qu'une fois ou deux. Donc, c'est assez compliqué dans l'usage. Le son est assez dégradé. En fait, ça isole l'utilisateur. Après, ce qu'on trouve aussi dans le grand public, c'est parfois les moulées, les protections auditives qui sont vraiment moulées au conduit auditif de l'utilisateur. Même si elles sont confortables, elles restent quand même coûteuses pour une utilisation qui est courante. Donc ça, c'est vraiment le constat qu'on a fait de façon générale, notamment dans le monde de la musique. Mais après, on s'est tourné vers le monde professionnel et plus particulièrement l'industrie. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait un vrai problème, une vraie problématique finalement de santé au travail, de santé publique. Et le premier chiffre qui nous a un peu alerté, c'est qu'un salarié sur 10 est exposé à un bruit supérieur à 80 décibels 10 heures ou plus par semaine. Donc, ce chiffre-là, il est assez alertant puisque finalement, dans le cadre de notre travail, on est obligé d'être exposé à des risques auditifs, on va abîmer notre audition et on va être obligé de porter des protections auditives. Et donc, nous, quand on s'est un peu penché sur les protections auditives dans l'industrie, dans le monde du travail, ce qu'on a constaté, c'est que au-delà de 80 décibels, les salariés, ils sont obligés de porter des protections auditives.
Et finalement, ces protections auditives, qui sont plutôt efficaces, elles sont tellement efficaces, elles fonctionnent tellement bien qu'elles isolent l'utilisateur. Donc, dès qu'il a besoin de communiquer, le premier réflexe, c'est de retirer la protection auditive. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il s'expose à des forts risques. Oui, peut-être, Elena, il faut rappeler, il y a deux seuils qui existent. Le seuil de 80 dBA où l'entreprise a l'obligation de mettre en place des moyens de protection, de mettre à disposition des moyens de protection. Et puis le seuil de 85 dBA, donc l'exposition à partir de laquelle l'employeur et donc le salarié a l'obligation de porter ces protections auditives. Et c'est là où tout le problème commence, puisque la mise à disposition, on met souvent des bouchons en mousse dessus. Maintenant, le port obligatoire, ça implique de pouvoir travailler dans l'environnement, et travailler, c'est bien sûr communiquer. Communiquer avec ses collègues, communiquer avec son supérieur. Et c'est souvent un petit peu la limite de l'utilisation, c'est-à-dire que les gens arrêtent de les les utilisent mal, puisqu'après en termes d'hygiène, c'est absolument pas confortable, puisque il va pas se laver les mains à chaque fois qu'il retire ses protections. Donc il y a souvent ce vrai problème entre l'obligation d'un côté et puis le salarié qui dit oui, mais moi je suis encore plus en danger quand je mets mes protections parce que ça m'isole à mon poste et j'entends pas les gens qui arrivent, je peux plus communiquer, et c'est quelque chose d'essentiel dans son travail. Exactement, et on voit aussi naître d'autres comportements. Alors, sûrement des personnes participant au webinaire aujourd'hui ont peut-être déjà pu constater aussi, mais alors la personne va retirer la protection auditive, elle va crier. Ils ont ce réflexe de crier souvent, et même quand on est en lieu calme, la personne va continuer à crier parce que ça devient une habitude. On voit aussi la communication en langage des signes, qui est quand même compliquée pour transmettre de l'information. Et avant le Covid, on voyait aussi, on pouvait lire sur les lèvres. Et maintenant, ils sont coupés de ce moyen de communication parce qu'on porte le masque. Et donc, ils retirent, ils essaient de communiquer, mais au loin, c'est compliqué de se comprendre. Et en effet, finalement, cette problématique-là, elle a des conséquences quand même. Elle a des conséquences qui est d'abord la maladie professionnelle. Dès lors que le salarié va retirer sa protection, il va s'exposer à des risques auditifs importants. Si au début, ça peut être, entre guillemets, juste des acouphènes, à plus long terme, la maladie professionnelle, elle va arriver. Voilà, c'est la 4e maladie professionnelle en France par l'INRS. Et ça a un coût. C'est un coût pour l'employeur. C'est environ 96 000 € par salarié pour l'employeur une fois que cette dernière est déclarée. Après, il y a aussi un coût sur les accidents graves ou mortels, liés justement à ce manque de communication. Donc là, ça va de 30 000 € à 400 000 € pour l'employeur par salarié. Nous, on a eu de nombreuses anecdotes où une personne va dire stop à son collègue, l'autre collègue va entendre top, il va lancer une machine, il va avoir un doigt coupé, une main coupée. C'est des choses qui peuvent arriver, et ça a un coût, et c'est complètement, c'est une situation vraiment compliquée pour le salarié qui a aussi un métier dangereux, qui doit se protéger, qui a du mal à communiquer. C'est vraiment les conséquences et le coût du bruit à ce jour. Voilà, et puis il faut rajouter bien évidemment le stress et la fatigue, l'exposition à longueur de journée à des bruits fait que les gens sortent de leur travail fatigués, et ça pose d'autres problèmes sans être directement l'accident ou la maladie professionnelle. Mais c'est sûr que là, on parle des cas les plus graves, que ce soit la maladie. Par an, il y a 600 salariés par an qui sont reconnus en maladie professionnelle, principalement dans le monde de l'industrie, bien évidemment. Donc, ça représente des cas très importants. Et donc aujourd'hui, j'ai une question aussi à vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà vécu la situation? Est-ce que vous avez déjà essayé de communiquer dans le bruit en portant une protection auditive? Moi, c'est la première fois que je suis arrivée en usine et que j'ai fait ma première visite, je l'ai vécu parce qu'une personne m'a fait visiter l'usine et on était obligé de se protéger, forcément. Et finalement, je n'ai rien entendu de ce que la personne a dit lors de la visite. Donc, c'est vrai que c'est même frustrant, c'est compliqué. Et on se rend compte que c'est le cas de nombreux salariés. En Europe, c'est 35 millions de salariés qui sont exposés
à des risques auditifs tout le long de la journée de travail et qui ont ce besoin de communication et qui ont diverses méthodes, comme on l'a dit, on retire la protection auditive ou bien on décide de pas du tout la porter, on essaie de crier, on essaie de faire du langage des signes. Voilà, c'est une situation qui est fréquente et qui est courante dans l'industrie et au niveau Europe. Donc nous, pour concevoir l'innovation, on s'est un peu penché sur l'environnement, on s'est dit, déjà comment ça se passe sur le terrain pour isoler le bruit. La première façon d'isoler le bruit, c'est de l'isoler à la source, donc c'est possible, mais on se rend compte en fait que entre la théorie et la pratique, il y a un vrai gap et que sur le terrain, c'est plus compliqué que ça d'isoler à la source. Donc il y a plusieurs options qui ont des contraintes. Déjà, agir dès la conception du bâtiment. Donc, dès qu'on va construire un atelier de production ou une usine, il faut avoir cette réflexion de comment on va pouvoir isoler le bruit, faire une vraie étude acoustique pour permettre la réduction du bruit. Ça, c'est quelque chose qui est important, mais qui n'est pas toujours pensé dès la conception du bâtiment. C'est une première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que selon les activités, les secteurs d'activité, les secteurs de l'industrie, les machines ne sont pas les mêmes. Et donc, certains types de machines ne peuvent pas être coffrées, recouvertes. Donc, c'est très compliqué d'isoler à la source sur certaines machines. Enfin, on peut aussi se dire, on va peut-être investir dans l'achat de machines moins bruyantes pour essayer de réduire le bruit à la source. Et là, on se rend compte que c'est plus coûteux. Donc, c'est un investissement pour l'entreprise. Donc, il y a un pour ou contre à tester pour voir à quel point c'est rentable aussi pour l'entreprise. On a aussi des solutions qui vont venir se mettre à certains endroits de la machine. Donc, c'est la mise en place de silencieux d'échappement ou d'écoulement, mais ça fonctionne que sur certains dispositifs. Voilà, on ne peut pas mettre ces éléments sur toutes les machines non plus. Donc, finalement, si on regroupe tous ces constats-là, on se rend compte que isoler le bruit à la source, c'est compliqué et on va le faire de façon partielle. C'est assez rare qu'une entreprise puisse complètement isoler le bruit à la source. Certaines entreprises y arrivent, mais ça reste un vrai défi pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le premier constat qu'on a fait sur l'isolation à la source. Le deuxième constat, une fois... Excuse-moi, Elena, justement dans cette démarche de prévention, hein, il y a bien sûr agir sur l'environnement de travail. On est dans les 9 principes de prévention du Code du travail. Et puis bien sûr, pour passer à l'étape d'après, on est sur l'évaluation du risque, c'est-à-dire qu'on a le devoir d'aller mesurer à chaque point, à chaque opérateur, le niveau sonore subi par l'exposition plutôt sonore subie par l'opérateur de la machine, le salarié qui passe, n'importe qui. Donc de faire cette mesure est obligatoire, bien évidemment. On renvoie ça dans le document unique derrière. Et on en arrive bien sûr au dernier principe de prévention qui est le neuvième, à défaut d'avoir pu supprimer, réduire ou protéger collectivement. On arrive aux protections individuelles de la personne quand tout le reste a déjà échoué. Vas-y, je te redonne la parole. Exactement. Merci. Et en effet, les équipements de protection individuelle arrivent dans un second temps. Donc, on va proposer des protections auditives à nos salariés pour qu'ils puissent être protégés des risques auditifs. Par contre, il faut prendre en compte que finalement, le salarié, il ne porte pas que des protections auditives parce que le salarié, souvent, il est exposé à d'autres risques. Et ça, nous, quand on a étudié l'environnement, on a fait l'étude de marché et qu'on a fait des visites dans les usines, c'est la première chose qui nous a heurté. Finalement, dans l'industrie, les métiers sont dangereux, il y a plein de risques et les salariés sont obligés de porter plein d'équipements de protection individuelle. Donc, je vous en ai mis certains, vous en connaissez sûrement d'autres. Ça va du gilet à la combinaison intégrale, les lunettes, les gants, les protections auditives, les chaussures, le casque. Ça fait que notre salarié est complètement recouvert d'équipements de protection individuelle. Et ça, c'est un vrai élément à prendre en compte dans une démarche d'innovation. Quand on veut améliorer un équipement de protection individuelle existant, il faut savoir que le salarié, dans l'usage et dans son métier du quotidien, il porte beaucoup de choses. Donc là, déjà, tous les matins, il doit penser à s'équiper de tous ces équipements-là, ce qui est déjà une vraie contrainte pour le salarié. Donc nous, dans notre démarche d'innovation et de création du produit, on l'a bien gardé en tête
C'était vraiment important de se dire il faut que ça soit simple parce que le salarié porte déjà beaucoup d'équipements. Donc après, on s'est concentré sur les solutions déjà existantes qui permettent justement de communiquer un petit peu en environnement bruyant tout en restant protégé des risques auditifs. Donc les premières protections qu'on trouve sur le marché et qui sont celles franchement le plus portées, c'est les protections auditives moulées sur mesure avec des filtres passifs qui vont permettre un petit peu la communication. Donc on retrouve chez des grands noms, Cotral, Elacine, Interson, Protac. Ils sont plusieurs en France à proposer ces solutions-là. Le premier avantage de ces solutions, c'est qu'elles sont très, très confortables parce qu'il y a une prise d'empreinte qui est faite sur le salarié. Le salarié, il a une protection individuelle à lui et c'est très confortable. Il y a ces filtres-là qui vont permettre de laisser un petit peu passer les voix, mais on se rend compte sur le terrain qu'arriver à un certain niveau de décibels, au-delà de 85 ou proche des 90, la communication n'est pas fluide, même avec des protections auditives moulées. On voit très bien que les protections auditives moulées sont là pour le confort, elles protègent très bien des risques auditifs, mais ça n'est pas un système de communication. Ce qu'on trouve après, c'est les casques anti-bruit communicants longue distance. Donc, il y a un acteur qui fait ça très bien, c'est 3M. Donc là, c'est vraiment des casques avec un micro qui vient devant la bouche, parfois une antenne, ça dépend. Ces casques qui sont très performants pour communiquer dans le bruit à très grande distance, donc souvent utilisés sur des grandes usines ou même sur les chantiers. Finalement, ça marche plutôt bien. Le seul inconvénient, je dirais, c'est juste l'ergonomie. Nous, sur le terrain, ce qu'on nous a dit, c'est les casques anti-bruit communicants, parfois, les salariés ne veulent pas les porter parce que ça écrase les oreilles. Donc, pendant 8 heures, porter ça, c'est vraiment embêtant pour le salarié. Donc, ils préfèrent ne pas les porter, donc le mettre d'un côté ou l'utiliser que quand c'est nécessaire. Dans ce cas-là, il n'est pas tout le temps protégé du bruit et c'est un problème. Et notamment, je mettrai un point aussi sur le fait que quand on a des environnements en usine où il fait très chaud, c'est encore moins porté ce genre de solution parce que le salarié, il a tous ses autres équipements à porter et avoir quelque chose sur les oreilles quand il fait chaud, c'est encore plus désagréable. Surtout si on rajoute le masque Ah oui. anti-Covid, ça devient. Ça devient compliqué, ça devient compliqué, exactement. Donc, le salarié préfère faire un choix sur ses EPI et ça, c'est un problème aussi. La dernière C'est un des principaux problèmes, en fait, c'est que le bruit, on peut le supporter. Alors, la question, c'est combien de temps on peut le supporter? Oui. En général, au bout de 10 ans, 20 ans, on commence à avoir des séquelles irréversibles. Oui, Mais c'est vrai qu'on peut s'en passer sur du très court terme, on peut s'en passer. on croit qu'on On peut le a l'impression supporter, qu'on peut s'en c'est bien le passer. problème. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Et puis, quand on rentre et qu'on est fatigué, on ne se rend pas forcément compte que c'est lié au bruit. Mais le bruit, il fatigue même dans le train, même dans l'avion. En fait, le bruit est partout. Et le bruit nous attaque voilà, dans notre quotidien aussi. Mais c'est vrai que l'oreille et le bruit, c'est un peu les oubliés des risques parfois dans l'industrie parce que c'est vrai que les problèmes arrivent à plus long terme. Pour revenir sur les solutions déjà existantes, on trouve aussi des nouvelles solutions qui sont finalement des dispositifs de communication longue distance aussi à brancher sur une protection auditive. Donc là, j'ai décidé de mettre en avant la société Vokero et également Happy Technology. Donc eux, ils ont conçu un boîtier où réside toute la technologie, qui a la taille d'un talkie-walkie, qui vient se mettre sur la ceinture et qui peut se relier à des protections auditives. Ces systèmes-là fonctionnent plutôt bien. Vokero a initialement conçu ce produit pour les arbitres dans les stades de foot. Donc, il répondait à un besoin très clair et ça marche très bien dans ce domaine-là. Il commence à arriver dans l'industrie et dans le BTP aussi pour proposer les solutions. Donc là, c'est vraiment fait pour les cas d'usage très grande distance. Et donc, c'est un produit qui va permettre aussi de filtrer les voix à travers le bruit. Et il travaille avec des fabricants de protection auditive. Sur ce produit-là, il y a quand même une gestion du boîtier. Donc, on est quand même sur un boîtier qui est assez important. Je ne sais pas si on peut le qualifier d'encombrant. En fait, ça dépend du métier, ça dépend de l'activité de l'entreprise. Il y a des boutons. Il faut parfois se connecter sur certains canaux pour choisir à qui on parle. Voilà comment s'utilisent un peu les dispositifs les plus récents, tels que Vokero ou Happy Technology. Donc nous, face à l'environnement, face à ce qui existe, face aux contraintes utilisateurs, on a défini des critères pour concevoir une innovation. Donc déjà, on s'est dit, il faut absolument que notre produit protège des risques auditifs
c'est la priorité 1, c'est important, c'est obligatoire. Il faut aussi que ça soit simple d'utilisation. Il faut vraiment que l'opérateur, l'ouvrier, quand il arrive le matin, il porte ses EPI. Il faudrait que porter notre produit, ça soit aussi simple que mettre un casque. Il ne faut pas qu'il ait à se poser des questions parce que voilà, il doit déjà s'équiper, il doit ensuite vite rejoindre l'atelier pour commencer à travailler. Il faut que ce soit simple à utiliser. Je le mets, c'est plug and play et je l'oublie. Il faut aussi que ça soit discret et petit, parce qu'on s'est dit, bon, bah déjà qu'ils portent parfois des lunettes, un casque, des gants, plus c'est petit, mieux ça va convenir à l'utilisateur final. On s'est aussi dit qu'il fallait que ça soit robuste. On reste dans des milieux industriels où il se passe des choses. Hein. Il y a des éclaboussures, on peut être proche d'une machine, on peut se cogner. Il faut que le produit soit résistant au métier. Et enfin, il faut que ça transmette la voix à travers le bruit de façon fluide, même quand on est au-dessus de 85 décibels, voilà, là où il y a la limite des protections moulées. Donc vraiment, avec tous ces critères, on a lancé la création de notre produit et donc on a créé l'OUI. Donc c'est notre protection auditive communicante. Là, vous avez une photo qui présente l'OUI. L'OUI, c'est déjà un boîtier. L'OUI se compose en 2 parties. Il y a un boîtier où réside toute la technologie qui va venir s'accrocher en haut du vêtement et qui est relié à 2 protections intra-auriculaires qui viennent dans les oreilles et qui sont aussi composées d'un micro et d'un haut-parleur. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, quand 2 personnes sont équipées de notre l'OUI, voilà, ils vont se rapprocher l'un de l'autre et ils vont rentrer en communication de façon automatique. En fait, il faut que vous imaginiez des bulles de connexion. Je m'approche de mon collègue, je commence à parler, je suis connectée à lui parce que le l'OUI en fait, c'est à Paris avec un autre l'OUI. Et en fait, nous, on a développé des technologies de filtrage qui se concentrent vraiment sur les fréquences de la voix et qui vont retransmettre ma voix à mon interlocuteur, juste ma voix. Donc, je suis protégée des risques auditifs et je transmets, voilà, il y a juste ma voix qui est transmise. Je peux discuter facilement avec mon collègue. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton pour lancer la communication. Tout se fait de façon automatique. Il suffit de Voilà. s'approcher et automatiquement, dès qu'on est dans un cercle proche de la personne, les appareils se connectent entre eux et on parle comme si on s'approchait dans une discussion de quelqu'un et où on parlait naturellement. Voilà, exactement. C'est vraiment de la communication naturelle, mais en milieu bruyant. Et on a conçu un dispositif qui permet de s'appairer en binôme. Donc là, c'est vraiment de la communication en binôme pour l'instant, sur des distances entre 15 et 20 mètres, une communication de proximité. Alors, juste après, je vous présente là un peu les accessoires de l'OUI. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un boîtier. Sur le boîtier, il y a aussi possibilité de régler le volume, de se mettre en mute. Pour la petite anecdote, on a ajouté un bouton mute parce qu'on nous a dit dans les usines que parfois, certains opérateurs chantent ou murmurent des choses et ils n'ont pas envie d'être entendus. Donc, à ce moment-là, l'opérateur pourra se mute s'il veut chantonner ou murmurer des choses sans que ses collègues l'entendent. Et donc, quand on a conçu le produit, nous, on s'est rapproché de fabricants de protection auditive qui nous ont aidés à concevoir le produit. Et donc, il y a 2 options. Il y a l'option intra-auriculaire. Donc, avec la société Sonic, on a conçu une protection auditive intra-auriculaire qui se dote aussi d'un micro et d'un haut-parleur. Donc là, on peut le voir à droite de l'écran. La voix sera captée au niveau de l'oreille. C'est vrai que c'est pratique. C'est plus discret dans l'utilisation. Et on a un embout de protection auditive universelle. L'autre option, c'est avoir du moulé, parce qu'on sait que ça peut être confortable pour notre salarié, et avoir une tige micro qui va venir devant la bouche. Voilà, c'est les 2 options qu'on propose. Et dans ces 2 options-là, on peut venir brancher le câble à notre boîtier qui va lui permettre la communication et l'appareillage des dispositifs entre eux. Tu parlais tout à l'heure d'un boîtier petit et en comparaison surtout du boîtier de Vokero, par exemple. Et sur la photo, on ne voit pas bien les dimensions. Tu peux peut-être nous donner quelques précisions sur la taille du boîtier? Oui, et ben, la taille du boîtier, vous voyez ma main, c'est vraiment la taille d'une pomme de main. Moi, j'ai une petite main. Donc, c'est un petit boîtier vraiment qui va venir se mettre sur le haut du vêtement. À l'intérieur, il y a une carte électronique et une batterie, voilà, relativement petite. On a fait un gros effort de miniaturisation, justement pour pas que ça soit encombrant. Voilà. Et je crois que juste après, voilà, là, je vais vous montrer un peu les cas d'usage, comment ça marche concrètement. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est des bulles de communication. Nous, les cas d'usage qu'on vise, ils sont simples. C'est l'usine, c'est les environnements fermés de préférence, donc des lignes de production
où les opérateurs sont relativement proches les uns des autres et ont ce besoin de communiquer pour la réalisation des tâches quotidiennes, mais aussi pour leur sécurité. Comme on l'a évoqué au début, pouvoir alerter en cas de danger, c'est pratique. Donc, Louis permet aussi ça. Donc, on peut imaginer vraiment un binôme de travail sur la ligne de production qui a besoin de s'envoyer des informations pour le bon déroulé de la ligne et que tout se passe bien. On a aussi des cas d'usage de maintenance. On voit souvent dans la maintenance des binômes, des personnes à deux qui ont besoin de travailler ensemble et qui se déplacent ensemble et qui sont à 10-15 mètres et qui ont besoin de s'envoyer de l'information pour faire des réglages en simultané. Donc là, c'est un peu le cas d'usage qu'on voit sur la droite. Et là, on a essayé de schématiser même un cas d'usage où on est avec des turbines chez EDF Hydro parce que ça représente vraiment un cas d'usage qu'on a vu sur le terrain chez EDF Hydro dans les barrages où deux opérateurs ont besoin de communiquer entre eux pour faire de la maintenance sur des turbines. Alors, comment on a conçu le produit? En fait, on part de loin parce que finalement, avant d'arriver avec un produit fini, c'est plus de 2 ans de R&D, c'est des dépôts de brevets aussi en cours et c'est surtout un prototype. Initialement, on est allé voir de nombreuses entreprises pour tester le concept, pour essayer d'avoir des retours sur les fonctionnalités, qu'est-ce qu'ils ont besoin, s'ils avaient une baguette magique, quels produits ils aimeraient avoir en termes de protection, de communication. Et ça a nécessité de nombreux tests. Donc, pendant bien 2 ans, en même temps que la R&D et la conception du produit, on est allé sur le terrain, on a fait des essais, des utilisateurs ont essayé. On a essayé en environnement ouvert, on a essayé en environnement fermé, on a essayé dans des secteurs très variés, en partant de la logistique jusqu'à la métallurgie, en passant par le packaging. Voilà, ça a été une vraie démarche de co-développement avec des entreprises afin de développer vraiment main dans la main un produit avec les industriels et faire quelque chose d'adapté qui va être utilisé. C'est pour ça qu'on a vraiment inclus l'utilisateur dans la conception. Ce n'était pas toujours facile parce que l'utilisateur, finalement, il a beaucoup de contraintes. C'est les contraintes qu'on a énoncées au début, que ce soit pour l'employeur, le HSE ou même l'ouvrier. Tout le monde a des contraintes et elles sont différentes. Il faut toutes les prendre en compte pour concevoir le produit. Et je vous ai partagé aussi un peu les entreprises avec qui on a travaillé pour co-développer ce produit. Donc, je rappelle Virsonic et Elacine, qui sont tous les deux des fabricants de protection auditive en France et qui nous ont aidés à concevoir le produit et qui nous fournissent la partie intra-auriculaire. Donc, c'est vraiment des acteurs clés dans notre développement. Et après, on a de nombreuses entreprises industrielles, comme vous voyez, qui sont issues de secteurs très variés. Donc, Serge Ferrari, c'est du textile, ST, c'est de l'électronique, Carillon, c'est des travaux publics. Voilà, on a un peu de packaging, on a de la logistique, Valrhona, c'est de l'agroalimentaire. C'est vrai que ce qu'on a constaté aussi sur le marché, c'est que tous les secteurs de l'industrie sont concernés par ce problème, la communication dans le bruit, couplée à de la protection auditive. Et c'est vraiment grâce à ces entreprises-là que nous, on a pu aujourd'hui sortir ce produit, un produit qui est adapté, qui répond à un vrai besoin et qui, surtout dans l'usage, n'est pas contraignant. Parce que ça, c'est super de développer des nouvelles technologies parce qu'il y en a plein, mais par contre, il faut que ça soit utilisé par le salarié, il faut que ça respecte son quotidien, il ne faut pas que ça soit contraignant pour lui. L'usage est finalement très, très important. L'acceptation par le collaborateur, c'est vraiment la clé de la prévention. Si la personne refuse pour des bonnes raisons, hein, donc les problèmes de communication, ça peut être une bonne raison, la prévention va rapidement devenir une contrainte et ça va être très compliqué à faire durer dans l'entreprise. Si par contre, cette nouvelle technologie permet de lever les freins au niveau des collaborateurs, c'est autant de prévention plus facile à faire. Exactement, ouais. Et c'est vrai que nous, pour l'anecdote aussi, une fois, on avait presque fini le produit. On est allé tester chez Serge Ferrari une des dernières versions du prototype. Donc tout fonctionnait, mais on n'avait pas encore conçu les boutons du volume, les boutons mute, et en fait on pensait pas forcément en mettre, juste régler le volume de façon standard. Et c'est là qu'ils nous ont dit ah non, mais nous il nous faut absolument ces 4 boutons là parce qu'en fait dans l'usage c'est important. Donc c'est là que nous aussi au fil des rendez-vous terrain on s'est rendu compte que voilà, c'est hyper important que l'utilisateur il l'ait entre les mains et qu'il puisse nous donner des retours, des feedbacks pour qu'on puisse adapter. Et sans ça,
voilà, c'est inconcevable finalement de vendre un produit qui ne va pas être utilisé derrière. Enfin, c'est un non-sens. Et surtout dans l'industrie, parce que dans l'industrie, il y a des métiers compliqués, il y a beaucoup de risques. Et donc, concevoir une innovation, ce n'est pas simple dans ce domaine-là. Mais en effet, ça a un vrai impact derrière, parce qu'une fois que c'est adopté, ça peut permettre de la productivité, de la sécurité, des économies sur la santé, les coûts liés à la santé, et puis améliorer les conditions de travail, tout simplement aussi, pour que le salarié soit travailler dans de meilleures conditions. Je voulais aussi vous partager un peu tous les résultats des expérimentations qu'on a fait sur le terrain. Donc, comme je vous l'ai dit, on a validé le cas d'usage dans l'industrie, donc sur les lignes de production. Quand on a fait des tests, en revanche, sur le BTP, on a vu que notre produit il avait quelques limites et qu'il était nécessaire de développer encore des choses, d'améliorer le produit pour en faire une version dédiée au BTP. On s'est rendu compte que vraiment l'industrie et le BTP ou le TP, ils ont vraiment des métiers différents, ils ont des bruits différents, il y a une culture différente aussi, et donc il faut adapter le produit. Voilà, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas vendre la même technologie, le même produit à deux secteurs différents, qui comme ça peut-être ont l'air similaires, mais en fait sur le terrain sont très différents. Donc on le voit comme une opportunité, on continue avec les entreprises de BTP et de TP pour concevoir un produit plus adapté. Donc ça sera un second produit qui sortira pour ce domaine-là. C'est plutôt encourageant. Il y a aussi un vrai besoin dans le BTP. D'ailleurs, on est toujours ouvert à faire des essais avec des entreprises de ce domaine-là parce qu'on a des prototypes qu'on doit tester dans ce domaine. On a pu valider que l'automatisation de la connexion, la déconnexion des oreillettes à proximité était très utile. Donc vraiment, comme je vous disais, on s'approche, on se connecte, on s'éloigne, on se déconnecte. Voilà, c'est vraiment une communication fluide et dynamique qui se fait dans l'usine. Et ça, on s'est rendu compte que c'était très pratique pour les opérateurs qui n'ont plus à se soucier de s'ils sont connectés ou pas. En fait, c'est comme dans une communication naturelle, je m'approche, je vois la personne, je lui parle, et puis je me tourne, je m'en vais, et il ne m'entend plus parce qu'on est déconnecté. Donc ça aide vraiment l'opérateur dans son quotidien de travail. Excuse-moi, une petite Oui, question, Elena. oui. C'est comment le boîtier, il faut qu'il le mette en charge toutes les nuits ou est-ce que ça dure plusieurs semaines le fonctionnement de l'appareil? Alors là, on a conçu un dispositif qui a une autonomie de 10 heures. Donc, on a vu une journée de travail à peu près, et donc en rechargement 3 heures, sachant en 1 heure et demie, il est rechargé à 70%. Donc, le rechargement est assez rapide, mais oui, on compte plutôt une journée d'utilisation et puis le soir, on va le charger. Et pour la recharge, on a conçu une station de recharge qui est un petit meuble où on peut venir ranger le dispositif. On a une LED qui nous indique d'une couleur verte, orange et rouge s'il est en train de se charger ou pas. On peut aussi le sécuriser avec un cadenas, parce que certaines entreprises nous ont indiqué que dans des grandes entreprises, il peut y avoir des vols dans les vestiaires. Donc, on a aussi prévu quelque chose pour mettre un cadenas pour que ça soit sécurisé et protégé le temps du rechargement. Très bien. Voilà. Pour revenir aux résultats, donc le filtrage audio qu'on a conçu est performant pour les secteurs de l'industrie qu'on vise. La portée radio, donc entre 15 et 20 mètres, sur une communication de proximité, ça convient. On se rend compte par contre que si on souhaite viser certains secteurs où les cas d'usage sont à plus grande portée, il va falloir faire des mises à jour de notre produit pour permettre une communication à un peu plus grande distance. Tout dépend des cas d'usage et des métiers, encore une fois. Le plus important, je dirais, c'est quand même qu'on a pu valider le design et l'ergonomie. Comme je disais tout à l'heure, c'était très important de valider à quoi allait ressembler notre produit, comment il allait s'utiliser. Et on est très heureux et fiers d'avoir pu faire un produit où je le mets et je l'oublie. Et je n'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton pour parler. Je n'ai pas besoin de me connecter sur un canal pour échanger. Tout se fait de façon automatique. Et enfin, le dernier résultat qui est assez important aussi, c'est l'intérêt pour une multicommunication. Là, je vous ai présenté une première version de produit qui est la communication en binôme. Et on a vu quand même que sur le terrain, les personnes communiquent parfois à plus de deux. Alors, ça dépend pareil des métiers et des cas d'usage. Et donc, nous, voilà, on fait de la R&D en continu, on le prend en compte et on va continuer à améliorer notre produit. Et on sera en mesure de remplacer toutes les V1 gratuitement pour nos premiers clients pour proposer une version multicommunication, donc jusqu'à 4, 5, voire 10 utilisateurs, une fois que cette version sera prête et que le défi technologique lié à cette fonctionnalité sera résolu aussi. Donc voilà.
Voilà un peu comment va évoluer notre produit aussi avec les années. Super. Voilà, je voulais vous partager quelques partenaires. On n'est pas seul dans l'aventure. Il y a à la fois des banques, il y a des fonds d'investissement, il y a BPI France. On fait partie de la French Tech. On a des groupes d'assurance aussi qui nous soutiennent parce qu'ils participent à cet effort de santé au travail et de bien-être et d'amélioration des conditions de travail. Voilà, on a des industriels aussi à nos côtés, des personnes qui nous accompagnent au quotidien pour le développement de notre entreprise. Et là, quelques réalisations à date. Donc, c'est 2 ans de R&D, ce produit Louis, c'est 2 brevets, c'est une chaîne de fabrication made in France. De toute façon, avec la pandémie, il n'était pas question d'aller en Chine pour fabriquer. Et c'est tant mieux parce que voilà, on est resté en France. On est surtout resté en région. On est une société basée à Lyon et tous nos fournisseurs sont dans notre région. On fait assembler à côté de Paris. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. On est très fiers de pouvoir rester en France pour fabriquer. C'est aussi quelque chose qui est important pour nos clients. Donc, on est content de pouvoir voilà, utiliser toute la main-d'œuvre française et l'expertise française pour la conception de notre produit et la fabrication de notre produit. On a des labels sur nos technologies qu'on développe, on a déjà levé des fonds et on a des partenariats avec des entreprises pour le développement stratégique. Super, merci pour toute cette présentation, Elena. Des éléments très intéressants sur l'importance du risque des nuisances sonores et puis sur justement ce que peut apporter une petite start-up, alors petite en devenir, je l'espère, et je pense que vous faites tout pour justement apporter un plus avec de la technologie supplémentaire. Moi, je me suis noté quelques questions, mais si certains des participants veulent désormais poser des questions, ben, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez ouvrir les micros, les caméras, comme ça c'est un petit peu plus sympathique. Et puis, ben, Elena et moi, on sera là pour essayer d'y répondre. Et puis voilà, je vous ai mis un QR code si vous voulez scanner avec votre téléphone où il y a la plaquette d'information de Louis. Et puis moi, je reste dans tous les cas joignable sur LinkedIn, par mail, par téléphone, sur notre site. Voilà, nous, on propose aux entreprises des démos de notre produit. Voilà, découvrir votre besoin, essayer de comprendre vos problématiques et vous proposer en démonstration notre produit. On peut aussi vous proposer des tests pilotes sur 1 semaine, sur 2 semaines pour essayer sur plus longtemps notre solution parce que ça reste une innovation et on est convaincu qu'il faut que les entreprises essaient pour l'adopter. Donc voilà, on se tient aussi disponible pour organiser des démos. Alors, est-ce qu'on va avoir une première question? Toujours les premiers à se lancer, c'est le plus dur. Bon, visiblement, pour l'instant, pas de questions. Une petite question, moi, concernant justement la possibilité de communiquer entre deux personnes. On entend souvent aujourd'hui tous les problèmes de piratage. Comment est-ce que vous avez traité ce problème-là? Est-ce que quelqu'un de l'extérieur peut venir se connecter sur le système? Alors oui, c'est l'une des premières questions qu'on a eues sur le terrain. Est-ce que mon chef va m'entendre parler? Est-ce que mes conversations sont enregistrées? Je veux pas que mon chef nous entende. Et bah non. Alors non, nous on stocke rien en fait. Rien n'est stocké. De toute façon, on peut pas. La communication, elle est en temps réel, mais rien n'est stocké. Donc en fait, c'est vraiment de la communication Bluetooth entre deux boîtiers, entre deux personnes. Et il n'y a que ces deux seules personnes qui vont entendre la voix de l'autre, en fait. Ils sont appareillés entre eux. C'est comme ça que ça fonctionne sur une communication. C'est vraiment propre à ces deux utilisateurs. Après, on a aussi, bien sûr, eu des demandes d'entreprises, surtout au niveau de la fonction HSE. Ils nous ont dit que ça serait intéressant d'essayer de récolter peut-être des données à travers ces dispositifs sur la localisation du salarié en fonction de son exposition au bruit, parce que bon, les responsables HSE ont aussi des documents à rédiger sur toute l'exposition au bruit, sur comment ça se passe en usine, et des fois, il manque de données. Il faut faire auditer tout ça, et ça peut prendre du temps. Donc là, voilà, on a des demandes sur ça, mais pour l'instant, notre première version de produit, elle capte aucune donnée. Et de toute façon, il y a un vrai enjeu RGPD derrière. Et il faut s'assurer qu'on ait l'accord du salarié parce que nous, on veut surtout protéger les oreilles des salariés. Donc, si c'est un élément qui va gêner l'utilisation, on le fera pas. Voilà.
Est-ce que pendant ce temps-là, on a quelqu'un qui souhaite poser une question? Je n'en vois pas, je n'en vois pas pour l'instant. Ah, si, il y a une question qui est en train d'être écrite. Je vois Élise Benoît qui nous pose une question. Donc, qui remercie déjà pour la présentation. Et une personne équipée de cet appareil est-elle en mesure de répondre au téléphone? Sinon, sera-t-il envisageable plus tard? Comment ça se passe avec le téléphone? Alors, nous, on a conçu un produit là qui est destiné aux salariés qui n'ont pas accès à leur téléphone. Donc, vraiment les personnes qui sont sur ligne et qui n'ont pas besoin de téléphoner. Je sais qu'il y a des opérateurs sur ligne qui ont des fois accès au téléphone. Nous, on ne vise pas ces cas d'usage-là. Donc, on ne l'a pas relié au téléphone. Par contre, oui, c'est dans notre liste de fonctionnalités qu'on souhaite développer, faire une version pour les salariés qui doivent passer des appels. Moi, je pense surtout aux managers d'équipe qui se promènent un peu dans l'usine, mais qui ont aussi besoin de répondre au téléphone. Et après, il y a aussi le cas d'usage des opérateurs qui répondent au téléphone pour téléphoner à d'autres personnes situées plutôt très loin. Donc là, si on augmente la distance, ça pourrait permettre d'enlever les téléphones des opérateurs. Voilà. Mais pour l'instant, sur cette V1, on ne peut pas le relier au téléphone. Donc, téléphoner en même temps, ce n'est pas adapté. Mais c'est quelque chose qu'on a en tête et ça, c'est qu'un premier produit. Et donc, il y aura d'autres versions qui vont sortir. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur notre site, nous envoyer un message. Nous, après, derrière, on peut vous tenir au courant une fois que les versions de produits sont prêtes et qui sont adaptées à votre demande, à votre besoin. Je vois qu'Élise Benoît est en train de continuer à nous écrire quelque chose. Merci pour cette réponse. Voilà. Donc la réponse était satisfaisante. Une petite question complémentaire de ma part. À aujourd'hui, vous comptez combien d'utilisateurs à peu près? Il y a combien de boîtiers comme ça qui sont non plus en phase de test, mais en phase d'utilisation? Alors là, en fait, on a plusieurs clients déjà qui ont passé commande. On a lancé une phase d'industrialisation, donc on va livrer nos premiers clients en avril. En fait, on a lancé la commercialisation et la fabrication en même temps. Donc, on va livrer les premiers clients en avril. Donc, il y a à la fois des entreprises qui ont décidé d'acheter un peu de suite, une fois qu'ils ont fait une démo. Donc, il y a déjà une dizaine d'entreprises comme ça qui vont acheter le produit ou qui ont déjà acheté le produit. Et après, il y a une autre catégorie d'entreprises, je dirais, qui sont plutôt pour des tests pilotes. Donc, eux, ils vont louer le matériel pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce qu'ils préfèrent tester. Ça, c'est surtout des entreprises qui sont plus grandes et qui passent par des accords cadres. Et donc, bon, acheter, c'est pas de suite. Les process d'achat sont plus compliqués en grande entreprise, donc c'est pour ça qu'on passe d'abord par des tests pilotes. Et je tiens à préciser aussi qu'on propose la location. Donc, on peut soit acheter le produit, soit le louer sur une durée de 24 à 36 mois. Ça peut être aussi une solution financière pour les clients. Mais là, en tout cas, on industrialise une centaine de pièces seulement. C'est pour lancer l'entreprise. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, il faut vite commander aussi. On va avoir des stocks limités. Ça permet de mettre le plus rapidement possible le produit dans la main des utilisateurs et derrière lancer des séries industrielles plus grandes à hauteur de 1000 pièces cette fois-ci. Ça sera à la fin 2022. Voilà. Une autre question de ma part, des personnes disposant déjà de protection auditive, soit de Earsonic, soit d'Elacine, est-ce qu'il y a possibilité de basculer avec le système Louis, avec les protections déjà actuellement en entreprise? Alors oui, dans le cas de Elacine, en effet, l'avantage, c'est qu'on peut aller voir les personnes qui ont déjà du Elacine et juste plugger notre produit. Il n'y a pas besoin, c'est pas du tout compliqué, c'est très simple même. Donc ça, c'est adaptable au moulé actuel de Elacine. Pour Earsonic, c'est vraiment un nouveau produit. La technologie est complètement différente. Hein, on a une prise de son au niveau de l'oreille, c'est une belle techno qui a été développée. Donc là, vu que c'est de l'embout universel, il n'y a pas, comment dire, ça se plug pas à du moulé. C'est vraiment, on arrive, la solution, on va équiper le salarié, il va devoir porter notre solution et ne plus porter ses boules caisses. Voilà. Donc ça dépend en fait. Tout dépend si le salarié porte des moulés ou il porte des bouchons en mousse. Mais dans le cas d'Elacine, en tout cas, oui, il suffit juste qu'on vienne et qu'on clipse la solution. C'est très simple.
Donc, ce qui permet déjà, quand on met en place une démarche de prévention, d'équiper les collaborateurs avec des protections auditives et puis, Oui. s'il y en a le besoin, pouvoir basculer derrière vers des solutions plus communicantes. Ouais, c'est ça, exactement. Et dans tous les cas, même la solution Earsonic, en fait, c'est très facile d'utilisation parce que Earsonic, c'est le fabricant qui équipe toute la scène française. Donc, c'est comme des retours son, comme les musiciens. C'est très facile à mettre. Donc, c'est très accessible par tous. Et donc, la démo est très simple, en fait. Voilà. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. Je ne sais pas si quelqu'un veut ouvrir son micro. Je regarde tout de suite, il n'y a pas de micro d'ouvert. Est-ce que tu as quelque chose à compléter, à rajouter J'ai pas d'autres éléments, non. Et puis de toute façon, moi, je me tiens disponible par mail, par LinkedIn, sur notre site web aussi, vous pouvez nous envoyer des messages. Et puis voilà, et on est ouvert à organiser des démos avec toutes les entreprises qui sont intéressées. On a besoin de retours dans tous les cas sur notre produit. Donc voilà, j'étais ravie de présenter notre démarche d'innovation, comment on conçoit un nouveau produit dans l'industrie et dans le domaine de l'équipement individuel. Et puis je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Merci Elena. Bah, nous, on est toujours intéressés pour justement suivre les évolutions. On s'était croisés sur le salon Préventica à Lille, je crois. Donc ça fait déjà quelques mois maintenant et on est content de voir que le produit arrive en phase d'industrialisation et de réalisation maintenant d'utilisateurs réels et autres. Donc c'est très encourageant et c'est très bien de se lancer dans ces produits pour améliorer la prévention en entreprise. Donc la INF était heureuse aujourd'hui de donner la parole à une start-up et de montrer des produits du futur.